notre rappel sur les terrains que nous sommes en train de vendre. Nous continuons à vendre. Ne vous en faites pas. Si vous êtes intéressé à acheter les terrains que nous sommes en train de vendre aux États-Unis, vous pouvez nous contacter. Les, les terrains sont au Texas, à Dallas, des grandes superficies que nous vendons en petits morceaux, 80 mètres sur 50, nous vendons à 50 000 dollars. Ce terrain-là, vous pouvez acheter cash, tout comme vous pouvez acheter à crédit. Et toutes les modalités, vous pouvez discuter avec nos services de vente. Sur ce terrain, vous pouvez avoir la possibilité de construire tout ce que vous voulez. Et nous allons vous accompagner dans la phase de construction. Mais vous allez déposer 30% de dépôt. 30%. Et nous amenons 70%. C'est même, il y a, je ne sais pas si j'ai encore ici. Je n'ai pas ça ici. Donc, vous pouvez appeler nos services. Vous qui avez des familles, vous avez des enfants, vous voulez que les enfants étudient à l'étranger, aux États-Unis. Raphaël, merci beaucoup. Mukendi depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse pour votre soutien financier à cette chaîne. Donc, j'étais en train de dire que si vous avez un projet comme ça, vous voulez investir, garder votre argent dans l'immobilier aux États-Unis, acheter les terrains, nous sommes là pour vous accompagner. Vous appelez Madame Francine, elle est joignable à un numéro des États-Unis, mais qui est sur WhatsApp. Le numéro commence avec +1 469 720 60 93. Je rappelle, le numéro c'est +1 469 720 60 93. Le deuxième numéro, c'est +1 737 820 840 84 25. +1 737 840 84 25. J'aimerais être sûr, hein, le numéro de Mélie, je n'ai pas encore ça en tête. Mélie. Non. C'est +1 737 420 84 25. +1 737 420 84 25. Alors, mes chers amis, je vais, je ne sais pas si vous pouvez voir, attendez. On pourrait même imaginer, alors il fera tout pour l'éviter évidemment, que sa coalition explose sur un tel plan. Donc là, on est purement dans le fait de devoir dire quelque chose, parce qu'effectivement, ce qui compte dans le plan, c'est la phrase qu'a dit la Galante au début. Enfin, vous voyez là? C'est pour le plan une fois que l'opération sera terminée. Or, les Israéliens n'arrêtent pas de répéter, elle va changer de forme, mais elle va continuer encore des mois, parce que justement, pour arriver à trouver Mohamed Daif et Sinwar dans les tunnels, il faudra du temps. Alors, évidemment, c'est très prématuré, ça, je pense que tout le monde l'a compris. Néanmoins, on doit se poser la question, lorsque l'on voit le niveau de destruction, l'ONU recense 60% des bâtiments qui ont été détruits ou endommagés. Il y a 2 400 000 Gazaouis, c'est assez simple de faire le calcul, ça veut dire qu'il y a 1 400 000 personnes, schématiquement, qui n'ont pas de logement dans cette après-guerre dont on ne connaît pas le terme. Comment fait-on 1 400 000 personnes? On ne parle pas de quelques dizaines ou de quelques centaines, Joséphine Staron.
Oui, c'est la question qu'a posée les États-Unis au tout début de la première phase de l'attaque d'Israël sur Gaza. La première phase, c'était les bombardements avant les interventions terrestres, et en leur disant, on comprend bien que vous deviez répliquer, mais jusqu'où et à quel moment ça s'arrête? Quelle est la limite? Et donc là, les Israéliens avaient du mal à répondre, forcément. Il fallait déjà qu'ils définissent les buts de guerre qu'on a déjà cités. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont pressés par les opinions publiques mondiales, par leur partenaire principal qui est les États-Unis, de donner des bribes de propositions, de solutions. Est-ce que ces propositions peuvent être acceptées par les partis qu'Israël appelle à faire participer à ses plans d'après-guerre? Coalition, ouais. C'est difficile. Ça, c'est le direct. Hein. Soumettre ça à un accord sur une solution à 2 États, notamment, ça revient beaucoup. Alors, sous quelle forme, quel statut pour Gaza, mais quand on a un territoire aussi petit que cette bande de Gaza, mais aussi densément peuplé, et comme vous l'avez rappelé, détruit majoritairement, il va y avoir un grand laps de temps, encore une fois, une fois que l'opération militaire sera terminée, donc dans peut-être plusieurs mois, un laps de temps énorme entre les reconstructions, puis l'administration, ensuite la logistique, l'administration civile, politique. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir affaire à des camps de réfugiés, à des aides humanitaires internationales qui vont essayer d'arriver, de parvenir jusqu'à ces camps de Gazaouis. Tout ça en négociant d'un côté avec Israël, de l'autre côté avec l'Égypte, qui a aussi une frontière commune. Donc on voit qu'on va tâtonner encore pendant de nombreux mois sur cette question, et que quel que soit le plan, il ne verra pas le jour avant un certain temps. Et les Palestiniens seraient condamnés à vivre dans des camps de réfugiés, comme ça a été le cas au Liban, comme ça a été le cas évidemment en Jordanie. Petite question, Ulrich Bouna, quelle est la part de l'influence américaine dans la proposition faite aujourd'hui par Yoav Gallant? Où est-ce qu'on situe le curseur? On voit qu'il provoque la fureur de l'extrême droite. Est-ce que les États-Unis ont gagné, ou est-ce qu'ils n'ont pas obtenu assez? Alors, je pense pas que les États-Unis aient gagné. Pour le coup, en fait, justement, je pense que ce plan assez flou au final, hein, il y a quelques grandes lignes, mais il n'y a pas non plus beaucoup de détails. Il est justement publié à la veille de l'arrivée de Blinken sur place, pour justement servir de base de discussion, histoire de dire on n'est pas aussi, le gouvernement israélien n'est pas aussi radicaux que certains de ses membres qui veulent faire de l'épuration ethnique à Gaza. Mais néanmoins, on a une position quand même relativement maximaliste, où on part quand même sur une idée un peu générale de protectorats internationaux, sachant que personne n'a envie de s'en occuper, que ce soit les Occidentaux ou l'Égypte. Et donc dans ce cadre-là, effectivement, pour les Américains, depuis assez rapidement après le 7 octobre, il y a eu une volonté de demander aux Israéliens de passer à une politique non pas de destruction totale, mais plus ciblée, entre guillemets. Et la limite qui avait été donnée un petit peu aux Israéliens, c'était fin d'année. On y est, on a passé même cette ligne-là, et il semblerait qu'effectivement, les Américains n'aient pas véritablement, en tout cas moins de prise qu'ils l'espéraient, sur Israël, qui continue son opération de bombardement et son opération terrestre sur Gaza. Et il est très clair que... J'avais déjà enregistré la partie où il parlait de nous, dans leur proposition. C'est-à-dire, vous avez vu le ministre Mouyaya dire que cette discussion n'a jamais eu lieu. Israël n'a jamais été en pourparlers avec la RDC pour accueillir les réfugiés palestiniens. Mais il semble que ce que Mouyaya a dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, parce que les médias français sont en train de confirmer. Je ne sais pas, ces médias sont en train de vouloir manipuler, ou comment, je ne sais pas. Ce qui est réel est que sur un autre média américain, j'ai vu que la Maison-Blanche, à travers le département d'État, a imposé son non catégorique. Ils ont refusé que les Palestiniens ne pourront pas quitter leur territoire. C'est chez eux, ils doivent vivre là-bas. Donc, la proposition d'Israël à envoyer ces Palestiniens soit en RDC ou à Riyad
en Arabie Saoudite, ça ne se fera pas. Donc, les Américains ont refusé. Can you text me? Donc, regardez, ça y est là. C'est la chaîne que vous étiez en train de suivre. Hein? Hypothèse du Congo. Quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi? De milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Et à l'époque, c'était Smotrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité. Et puis, on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel, aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, « La bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. » Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Et nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, les discussions seraient même entamées avec... T'es dit, il faut suivre. En plein centre de l'Afrique, regardez, Suivez. à plus de 4000 km de l'enclave, le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. Vous avez suivi? Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui, jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Vous avez suivi, hein? On va l'écouter.
Matthew Miller. Alors, est-ce que Matthew Miller, on va l'entendre? Tout va bien? Est-ce qu'on a cette... On recale Matthew Miller, me dites. The rhetoric that we had seen from those two individuals was inflammatory. It was irresponsible. The Secretary has made very clear on a number of occasions that there must be no forced resettlement of Palestinians from Gaza, that Gaza is Palestinian land and should remain so. Mais depuis cette déclaration de Matthew Miller, il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien, on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza. C'est pour cela que ni Riyad, ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi. On imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv. Restez avec nous, Quentin. Vous avez suivi? Ni Kinshasa, ni Riyad. On ne parle pas du Congo-Brazzaville. C'est de notre pays qu'on parle. S'il y a des pourparlers dans ce sens, déjà le peuple dit non. Nous disons non. Le Congo, aux Congolais, ces gens-là, ils ont beaucoup de solutions. Ils sont proches des Arabes. Ils sont dans les pays arabes. Ils viendront faire quoi ici? Une rétribution financière. Est-ce que nous, on a besoin d'argent? Ces aventures-là, que les Juifs commencent, qu'ils restent avec ça chez eux. D'ailleurs, les Américains ont refusé. C'est une idée qui ne va pas... Ça ne va pas résoudre un problème. Cette terre, vous avez suivi, les porte-parole du département d'État dit, il n'est pas question de forcer les Palestiniens de quitter leur terre parce que la bande de Gaza fait partie de la terre des Palestiniens. Donc Israël doit trouver une solution que l'ONU avait préconisée à deux États, c'est-à-dire l'État d'Israël et l'État de la Palestine. En dehors de ça, s'ils veulent les déplacer, oui, qu'ils aillent, je ne sais pas, en Arabie Saoudite ou quelque part là-bas. Pas chez nous. Les Congolais ont déjà parlé. Tous les jours ici, les gens m'appellent. Et Yebisa gouvernement, Yebisa président de la République, Makambouana Toulin Koyo Kangote. Monsieur le Président, Makambouana Toulin Koyo Kangote. Et pas Nabiso, ce n'est pas question. Ils ont d'autres solutions qu'ils préconisent, ces solutions-là. Pas chez nous. Nous ne sommes pas hauts parce que le pays est grand. Le pays est grand, nous allons vivre avec les gens qui peuvent exploser le Congo. Si entre eux, là-bas, vous voyez combien d'obus, de missiles qu'ils lancent sur Israël, qu'on les envoie chez nous ici, mais ils vont nous arracher le pays. Nous, on a quelle technologie pour maîtriser les Palestiniens, là? Les kamikazes, là, tous ces Arabes, là. Mais ils vont faire exploser ce pays. Donc, c'était juste pour que Patrick Mouyaya voit que les Congolais ne parlent pas en l'air. Peut-être lui a raison, il a l'information qu'il n'y a pas de pourparlers avec la RDC. Mais vous avez vu LCI, c'est une chaîne française, pas la moindre, qui vous a parlé, qui vous a donné les détails. Et vous avez vu, les Congo qu'on dit, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, c'est le Congo-Kinshasa. Ils n'ont même pas tâtonné. Ils ont dit vraisemblablement la République démocratique du Congo. Et les pourparlers ont déjà commencé. La RDC est en bonne relation avec Israël. Ça, ce n'est pas un problème. Être en bonne relation, ça ne veut pas dire que nous puissions recevoir la misère du monde. Nous avons déjà nos problèmes ici. On va aller ajouter un problème que nous n'aurons même pas l'occasion de maîtriser. Non. Donc, c'est un faux problème. Pas un faux problème parce qu'on en parle déjà, les médias français, tout ça en parle. Donc, les Congolais, c'est un débat des Congolais. Demain, je pense, avec notre consultant, nous allons parler de ça le matin. Si vous avez l'occasion, commentez, parlez, soyez là, parce que c'est notre pays. Même Israël doit savoir qu'au Congo,
vous n'êtes pas les bienvenus, ça ne peut pas passer. Voilà, avec Dieu, nous vaincrons.